Coucou! Je suis vraiment content de te voir ici. Profitons de chaque seconde. Retrouve toute la collection de livres d'analyse sur l'âme-de-l'œuvre.fr. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un monument qu'on croit tous connaître, Jean de La Fontaine. On a sous les yeux une sélection de fables de son 7e livre. Et ce qui est frappant en les relisant, c'est que c'est pas du tout des histoires pour enfants. Ah non, clairement pas. C'est un portrait au vitriol de la nature humaine, du pouvoir, de nos illusions. Notre but, c'est un peu de décortiquer ça ensemble pour voir ce que ces textes, qui ont quand même 350 ans, ont encore à nous dire. D'ailleurs, pour planter le décor, le livre s'ouvre sur une dédicace à Madame de Montespan. On est en plein cœur du réacteur de la cour de Louis XIV. Et c'est acculé de tout. La Fontaine, il n'est pas un moraliste qui écrit depuis sa tour d'ivoire, hein. C'est un observateur incroyablement malin de la cour du roi Soleil. Oui, Le coup de génie, c'est d'utiliser les animaux. Ça lui permet de dire des choses terribles sur l'injustice, la bêtise des puissants, la flatterie, sans risquer de finir à la Bastille, quoi. c'est un bouclier littéraire en quelque sorte. C'est ça. Et ce livre 7 est particulièrement dense. On passe de la pure comédie au drame le plus sombre. Alors, commençons par ce qui est peut-être le plus universel. Notre tendance à nous raconter des histoires, à vivre dans nos rêves. Le thème de l'illusion. L'exemple qui vient tout de suite, c'est la laitière et le pot au lait. L'histoire de Perrette qui, en allant au marché, imagine déjà toute sa fortune future. Ah mais c'est un véritable business plan qui se déroule dans sa tête. Le lait va lui rapporter de l'argent, avec ça elle achète des œufs, D'accord ? les œufs deviendront une triple couvée de poulet, vendus, ils lui permettent d'acheter un cochon, Le cochon qui devient une vache. le cochon engraissé, vendu, et hop, voilà de quoi s'offrir une vache et son veau. Elle est déjà à la tête d'une petite exploitation agricole dans sa tête. Exactement. Elle est tellement prise dans son film qu'elle se voit déjà en train de sauter au milieu de son troupeau, elle fait un petit bond de joie et, patatras, le pot de lait se brise. C'est ça. Et c'est la phrase terrible. Adieu veau, vache, cochon, couvé. Tout s'effondre. J'ai toujours vu ça comme une simple moquerie, en fait, de quelqu'un qui rêve un peu trop. Mais c'est plus subtil, non ? Bah, beaucoup plus. La Fontaine ne se moque pas d'elle, il nous tend un miroir. Il demande « Quel esprit ne bat la campagne ? Qui ne fait châteaux en Espagne ?» Ah oui, En gros, il nous dit « Qui parmi vous ne fait pas ça en permanence ?» Le sage, le fou, tout le monde. On est tous des Perrettes en puissance. c'est vrai. D'ailleurs, il renforce cette idée en enchaînant directement avec la fable suivante, le curé et le mort. Pour lui, les deux sont inséparables. Attends, donc il a construit son livre pour que les fables se répondent comme ça, consciemment. Absolument. C'est un montage très réfléchi. Dans le curé et le mort, on a un curé qui accompagne un défunt au cimetière et pendant le trajet, il calcule ce que la cérémonie va lui rapporter. Comme Perrette avec son lait. Exactement. Il s'imagine déjà achetant du vin, des cadeaux pour sa nièce. Il est en pleine rêverie. Sauf que le cercueil, mal arrimé, lui tombe dessus et le tue net. Et La Fontaine conclut lui-même que notre vie, c'est à la fois le curé Chouard qui sur son mort comptait et la fable du pot au lait. C'est la même leçon, notre manie de bâtir des plans sur la comète. Il y a une autre forme d'illusion, peut-être moins tragique et plus ridicule, c'est l'illusion de sa propre importance. Ça me fait penser à cette fable géniale, le coche et la mouche. On en connaît tous des gens comme ça. Ah oui, celle-là est savoureuse. La scène est très visuelle, hein. 6 chevaux à bout de souffle qui tirent une diligence sur une route en pente sous un soleil de plomb. Mhm. Et au milieu de ce labeur arrive une mouche. Elle s'agite, bourdonne, pique un cheval, puis l'autre. Elle est persuadée que c'est son action qui fait avancer la machine. Elle est le manager de l'opération, quoi. Une fois en haut, elle vole vers les chevaux et leur dit, sans rire, « J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Charrez, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. » Elle réclame son salaire. Et réclame son salaire, c'est tellement d'actualité. En réunion, c'est celui qui n'a rien fait mais qui conclut par « on a fait un super travail d'équipe ». C'est exactement ça. La Fontaine parle de certaines gens faisant les empressés qui se croient indispensables et qui, en réalité, sont partout importants. Mais il va encore plus loin dans la réflexion sur la perception et la réalité avec un animal dans la lune. Là, on est presque dans la philosophie. D'accord. La question de départ est, est-ce que nos sens nous trompent ? La Fontaine prend l'exemple d'un bâton qui a l'air tordu quand on le plonge dans l'eau ou d'une souris dans la lentille d'un télescope qu'un astronome prend pour un monstre sur la Lune.
Et donc sa conclusion, c'est quoi? Que rien n'est réel? Non, c'est plus nuancé. Il dit que oui, les sens peuvent nous donner une image déformée, mais c'est pas grave parce qu'on a un outil pour corriger ça, notre raison. C'est à l'esprit de redresser le bâton. Sa formule est très forte. La raison décide en maîtresse. Il ne rejette pas l'expérience sensible, mais il la soumet au jugement de l'intelligence. Une belle leçon sur l'esprit critique, en fait. Cette illusion de sa propre importance, bon, c'est drôle avec une mouche, mais quand ça touche les rois, les juges, ça devient tout de suite plus sombre. Oui, Et c'est là que La Fontaine devient vraiment mordant, quand il s'attaque au pouvoir. Je pense évidemment aux animaux malades de la peste. C'est d'une cruauté incroyable. c'est un chef-d'œuvre de satire politique. Pour rappel, la peste frappe le monde animal, le lion, en bon roi, réunit son conseil et propose une idée. Pour calmer les dieux, le plus coupable d'entre eux doit se sacrifier. Et il donne l'exemple. Il commence sa confession publique. C'est ça. Et quelle confession! Il avoue tranquillement avoir mangé un nombre incalculable de moutons, et il ajoute, comme un détail, même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Juste quelquefois. Voilà, on se dit que c'est un crime assez grave quand même. On pourrait le croire, mais c'est là que la mécanique de la course se met en marche. Le renard, en parfait courtisan, prend la parole. Son discours est un modèle de flatterie. Manger des moutons, cette canaille, cette sotte espèce. Mais sire, c'est un honneur pour eux. C'est exactement ça. Vous leur avez fait beaucoup d'honneur. Et le berger, il méritait son sort, c'était en tyran. Bref, le roi est non seulement pardonné, mais presque félicité. C'est hallucinant. Et après lui, tous les autres prédateurs, le tigre, l'ours, avouent leurs crimes et hop, tout est minimisé. Et puis vient le tour de l'âne. Le maillon faible. C'est un tout petit peu d'herbe dans le pré d'un moine. La largeur de sa langue. À peine. Et là, la réaction est unanime. Un loup, qui se fait procureur, démontre que c'est incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable. C'est ça, haro sur le baudet. On crie « haro » sur le baudet. Ce pelé, ce galeux est le coupable idéal. On le sacrifie sur le champ pour sauver tous les autres. Et la morale tombe comme un coup près. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est glaçant de vérité, encore aujourd'hui. C'est une dénonciation frontale d'une justice à deux vitesses. Mais La Fontaine montre aussi que le simple fait de côtoyer le pouvoir est un danger permanent. Prenez la cour du lion. Le roi convoque tout le monde dans son palais, qui est décrit comme un vrai charnier pur. On a 3 archétypes face à cette situation. L'honnête, le flatteur et le malin. C'est ça. L'ours, trop sincère, se bouche le nez. Le roi le prend mal, il est mis à mort. Le singe, à l'inverse, est un fade adulateur. Il complimente l'odeur, la trouve délicieuse. Le roi n'est pas dupe. Pas du tout. Il est puni aussi. Donc, ni la franchise ni la lèche ne fonctionnent. Alors que faire? C'est la solution du renard. La solution du renard. Il arrive et il s'excuse. Impossible pour lui de sentir quoi que ce soit. Il a attrapé un grand rhume. L'esquive. L'esquive parfaite. Il ne ment pas, il ne dit pas la vérité non plus. Et il survit? La leçon est pragmatique, un peu cynique. Pour survivre auprès des grands, il faut savoir naviguer, ne jamais être trop sincère, ni trop flatteur. C'est tout un art. Cet art de la survie, on le retrouve aussi quand on fait l'erreur de demander aux puissants de régler nos petits problèmes. Comme dans Le chat, la belette et le petit lapin. De petites bêtes se disputent un terrier et pour se départager vont voir un juge. Pas n'importe quel juge, non? Raminagrobis. Un chat qui a l'air d'un vieil ermite respectable, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras. L'image même de la sagesse et de l'impartialité, Bien sûr. évidemment. Il fait semblant d'être un peu sourd pour les obliger à s'approcher tout près de lui, et dès qu'ils sont à portée de patte, Il règle le conflit à sa manière. il mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. L'affaire est close. Pour La Fontaine, le message est clair. Faire appel à un pouvoir supérieur pour un conflit mineur, c'est se jeter dans la gueule du loup. Oui. Les grands ont leurs propres appétits, et ils se moquent bien de la justice pour les petits. C'est une vraie mise en garde contre la naïveté. D'accord. Donc si la justice est une farce et le pouvoir un piège mortel, qu'est-ce qui nous reste, Sam? Peut-être s'en remettre à la chance, à la fortune? C'est le dernier grand thème qu'on voit dans ce livre, non? Exactement. Avec cette fable au titre incroyable, l'homme qui court après la fortune
Et l'homme qui l'attend dans son lit. Le titre résume tout. On a 2 amis. Le premier est un hyperactif qui veut à tout prix trouver la fortune. Alors il la cherche partout, à la cour, puis il part pour les Indes jusqu'au Japon. Il fait le tour du monde. Il risque sa vie, il perd son temps et il revient bredouille. Pendant tout ce temps, l'autre ami est resté chez lui. En disant simplement « Je fais vœu de dormir en vous attendant ». C'est ça. Et la chute est magnifique. L'aventurier rentre chez lui, vieilli, épuisé, et il trouve la déesse Fortune assise sur le pas de la porte de son ami qui est en train de faire une sieste. C'est d'une ironie parfaite. Et il y a 2 leçons ici. La première, la plus évidente, c'est que la fortune est capricieuse. Elle ne se donne pas à ceux qui la harcèlent. « Ne cherchez point cette déesse, elle vous cherchera », écrit La Fontaine. D'accord. Mais la seconde leçon est peut-être plus profonde. La fable est un éloge du repos, trésor si précieux. En filigrane, La Fontaine se demande si cette quête effrénée de richesse et de gloire a le moindre sens. Le vrai trésor n'est-il pas la tranquillité d'esprit qu'on sacrifie en courant après des chimères? C'est une idée très moderne en fait, cette critique de la rat race. Complètement. Et l'orgueil, c'est ce qui nous fait perdre les faveurs de la fortune. Comme dans les 2 coqs. 2 coqs se battent. Le vainqueur, au lieu de profiter tranquillement de sa victoire, grimpe sur le toit pour claironner sa gloire à tout le quartier. Grosse erreur. Un vautour qui passait par là l'entend, le repère et fond sur lui. Pendant ce temps, le coq vaincu, qui se cachait piteusement, récupère la poule et le poulailler. C'est ça. La morale est lapidaire, tout vainqueur insolent à sa perte travaille. L'arrogance attire le malheur. Et notre rapport à la fortune est d'une mauvaise foi totale. C'est ce que montre l'ingratitude et l'injustice des hommes envers la fortune. L'histoire d'un marchand qui fait fortune, quand un ami lui demande le secret de sa réussite, il bombe le torse. C'est son talent, son savoir-faire, son intelligence. Puis la roue tourne, il fait de mauvais investissements, il perd tout. Les Vemmi le croisent et lui demandent ce qui s'est passé. Et là, la réponse change du tout au tout. Et là, la fortune, hélas. C'est la faute à pas de chance. C'est ça. C'est une observation psychologique d'une finesse incroyable. Et c'est un biais cognitif qu'on connaît très bien aujourd'hui. Ah oui, un projet réussi, c'est grâce à moi. Il échoue, c'est la conjoncture, le marché, les autres. La Fontaine a mis le doigt il y a 350 ans sur notre besoin de protéger notre ego. Il a une formule pour ça, non? Une formule parfaite. Le bien, nous le faisons. Le mal, c'est la fortune. On a toujours raison, le destin toujours tort. C'est formidable. Donc, si on récapitule, on a exploré nos propres illusions, ces châteaux en Espagne qui s'effondrent, on a vu les dangers du pouvoir, où il faut être un renard pour survivre, et enfin, ce rapport tordu à une fortune qu'on poursuit en vain et qu'on accuse à tort. C'est une bonne synthèse. Finalement, derrière ces airs de conteur, La Fontaine est un guide de survie sociale incroyablement pertinent. Exactement. Et ça m'amène à une dernière pensée. La plupart du temps, ces morales sont très claires. Mais parfois, ils nous laissent avec une question, une ironie qui nous force à réfléchir. Ah oui. C'est le cas dans Le rat qui s'est retiré du monde. On a un rat qui vit en ermite dans un fromage. Ses anciens compatriotes, menacés par les chats, viennent lui demander de l'aide. Il refuse sèchement, prétextant sa dévotion. Les choses d'ici-bas ne le regardent plus. D'accord. Et la fable se termine sur cette pirouette. Que désignais-je, à votre avis, par ce rat si peu secourable ? Un moine? Non, mais un derviche? Je suppose qu'un moine est toujours charitable. L'ironie est assassine. Il dit le contraire de ce qu'il pense. La Fontaine est-il là pour nous donner des réponses ou surtout pour nous apprendre à poser les bonnes questions? Ne nous invite-t-il pas constamment à lire entre les lignes, à nous méfier des discours moralisateurs, y compris les siens? La plus grande sagesse de ces fables, ce n'est peut-être pas la leçon finale, mais l'entraînement à l'esprit critique qu'elles nous proposent. Au fond, leur véritable but est peut-être de nous apprendre à penser par nous-mêmes. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo.